Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Désolé, on a mis du temps. Bonjour Faré. Bonjour. Bonjour à Koufou. Bonjour Théo. Bonjour à tous et... Bah oui, c'est une nouvelle. Ouais, oui, J'ai plus de thé moi. Voilà, thé et moi je suis au café là aujourd'hui. Thé au café. Voilà. Et donc bienvenue sur la chaîne. Désolé, on a mis un peu de temps à ressortir cette nouvelle vidéo, mais il y a eu pas mal de changements. Ça fait combien de temps? Un an? Non, je crois que c'était au mois de septembre. Septembre, ouais, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Alors, le sommaire d'aujourd'hui, on va parler d'abord des élections présidentielles, avec les candidats, les programmes, les premières intentions, les premiers sondages, les tendances que ça a donné. Voilà. Ensuite, on parlera, je pense, de l'actualité sanitaire. Je sais pas ce que tu en penses. La sortie du Covid. Parce que ça fait partie aussi, c'est à une droite ligne du climat, puisqu'on est en campagne quasiment depuis le mois d'avril l'année dernière. Ouais. Un an avant les élections, ils ont déjà commencé. Bientôt, enfin bref, on en parlera après. Ensuite, on va parler d'un peu de spatial, parce qu'il y a quelques infos intéressantes qui nous ont bien hypé là pour la fin d'année. Voilà. Soyons clairs, l'espace est vraiment le rêve de l'humanité. C'est le côté rêveur de l'humanité. Rêve de l'humanité qui a vu que sur Terre, si on continue comme ça, la Terre elle va... Et comme avait dit quelqu'un, la Terre est le berceau de l'homme, il va bien falloir qu'un jour l'homme arrive à sortir de son berceau. Oui, voilà. Et enfin, pour finir, à la fin, il y aura les coups de gueule. C'est un nouveau truc qu'on va tester là. En espérant qu'on ne se prenne pas trop de procès, pas trop de haters, de disclaimers. C'est au nombre de vues en fait. Voilà. Après, si ça fonctionne bien, le principe des coups de gueule, on en refera. C'est un truc qui reviendra à chaque fois, voire ça sera une pastille à part. Mais. Allez. C'est pas grave. Alors, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Désolé, on a mis du temps. Bonjour Faré. Bonjour. Bonjour à Koufou. Bonjour Théo. Bonjour à tous et... Bah oui, c'est une nouvelle. Ouais, oui, j'ai plus de thé moi. Voilà, thé et moi je suis au café là aujourd'hui. Thé au café. Voilà. Et donc bienvenue sur la chaîne. Désolé, on a mis un peu de temps à ressortir cette nouvelle vidéo, mais il y a eu pas mal de changements. Ça fait combien de temps? Un an? Non, je crois que c'était au mois de septembre. Septembre, ouais, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Un peu moins de 6 mois. Mais il y a eu pas mal de changements dans nos vies. Quelques difficultés. Bon, on va pas vous embêter. Donc, voilà. On va tout de suite le sommaire. Alors, le sommaire d'aujourd'hui, on va parler d'abord des élections présidentielles. Avec les candidats, les programmes, les premières intentions, les premiers sondages, les tendances que ça a donné. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on parle des 6 derniers mois de préélection? Ensuite, on parlera, je pense, de l'actualité sanitaire. Je sais pas ce que tu en penses. La sortie du Covid. Parce que ça fait partie aussi, c'est à une droite ligne du climat, puisqu'on est en campagne quasiment depuis le mois d'avril l'année dernière. Ouais. Un an avant les élections, ils ont déjà commencé. Bientôt, enfin bref, on en parlera après. Ensuite, on va parler d'un peu de spatial, parce qu'il y a quelques infos intéressantes qui nous ont bien hypé là pour la fin d'année. Voilà. Soyons clairs, l'espace est vraiment le rêve de l'humanité. C'est le côté rêveur de l'humanité. Rêve de l'humanité qui a vu que sur Terre, si on continue comme ça, la Terre elle va... Et comme avait dit quelqu'un, la Terre est le berceau de l'homme, il va bien falloir qu'un jour l'homme arrive à sortir de son berceau. Oui, voilà. Et enfin, pour finir, à la fin, il y aura les coups de gueule. C'est un nouveau truc qu'on va tester là. En espérant qu'on ne se prenne pas trop de procès, pas trop de haters, de disclaimers. C'est au nombre de vues en fait. Voilà.
Après, si ça fonctionne bien, le principe des coups de gueule, on en refera. C'est un truc qui reviendra à chaque fois, voire ça sera une pastille à part. Mais là, pour l'instant, ben, on va voir. Donc, voilà. Sur ce, générique. Générique. Alors, donc, là, premièrement, on va parler des élections présidentielles et tout ce qui se passe avec. Puisqu'il y a pas mal de choses. Il y a les candidats d'abord, qu'on va voir. Avec plus ou moins leurs propositions que l'on sait déjà, sachant qu'on n'a pas du tout regardé les programmes, hein, je ne sais pas pour... Alors moi je regarde un peu les programmes. Voilà, tu as un peu plus de temps que moi pour voir, ça fait que... Voilà. Et les premières tendances que nous donnent les premiers sondages, sachant que c'est des sondages faits sur le moment par des gens qui répondent vraiment ce qu'ils ont envie de répondre. S'il faut... il y a ça, et il y a le fait qu'il n'y a voilà. que 1000 personnes sondées à chaque fois. Ouais, voilà, et que c'est soi-disant représentatif. Vous savez pas. C'est déjà fait à Paris, donc c'est que les Parisiens. Ouais. C'est ciblé. Après, ça peut être vraiment fait sur toute la France, mais c'est fait selon des statistiques que... Les statistiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Exactement. Preuve, il y a une très bonne chaîne qui le dit. Les stats à expliqué à mon chat. Qui dit les statistiques, on peut vraiment leur faire dire ce qu'on a envie. Oui. Parce que c'est des données mathématiques brutes. Et après, en fonction de comment tu les interprètes et de ce que tu veux leur faire dire, tu arrives à en faire dire ce que tu veux. Voilà. Donc, les candidats. Alors avant de parler des candidats, moi j'aimerais parler de ma fameuse phrase. Grosso modo, ce qu'elle voulait dire, c'est que dès que on parle d'un sujet, dès que l'on veut parler, dès que l'on parle de protéger les classes les plus défavorisées, tout de suite on est catégorisé comme faisant partie de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Les populistes. On est populiste, on est nationaliste, on est extrême. Tandis que quand on est ouvert à la diversité, c'est qu'on est ouvert sur le monde. Qu'on est progressiste. Qu'on est progressiste, genre... le traité de libre-échange. Voilà, tout ça. Traité de libre-échange qui a créé combien de gens au chômage? Qui a détruit combien de sociétés? Oui, mais ça, on n'a pas encore les chiffres précis, donc on ne peut pas dire dessus. Mais grosso modo, et je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est que quand on est intéressé par les classes les plus défavorisées, c'est qu'on est ouvert aussi sur l'échange, parce que les classes défavorisées, c'est pas que des blancs catholiques qui triment comme des malades, c'est aussi des gens de différentes couleurs, de différentes origines. Je suis désolé, c'est nous aussi. C'est le peuple. C'est Senatus Populus que Romanus. Le Sénat appartient aux citoyens romains. Le Sénat, les institutions françaises, la République française appartient aux citoyens français. Dès que tu es citoyen français, même si c'est depuis 2 jours, je suis désolé, on est censé tout faire pour que tu puisses vivre décemment dans ce pays. Moi je comprends pas que le populisme soit traité comme un mal en fait. Parce que je suis désolé, le populisme c'est pas mauvais en soi. C'est quoi le populisme? Le populisme tel qu'on le conçoit maintenant, si. Le populisme tel que c'était comme était le mot dictateur à la base, c'était pas mauvais. C'est c'est l'interprétation. C'est comme maintenant, ce qu'on dit de l'anarchisme n'est pas du tout, ce qu'on appelle l'anarchisme maintenant, n'est pas du tout ce que pensent les vrais anarchistes. Les vrais anarchistes, c'est simple, reprenez la commune, ce qui a été voté par la commune de Paris en 1871, c'est tout. Donc, moi, ce que je vois, c'est faut arrêter avec cette histoire de populistes qui sont des dangers. Les mecs d'aujourd'hui qu'on appelle des populistes, ce sont des débiles. C'est des débiles et des arrivistes profonds qui surfent sur la colère des gens. C'est pas du genre Zemmour. Oui, bon, moi je voulais éviter de trop citer de noms, mais si tu me lances là-dessus... Ben, de toute façon, on devrait tous les lister. Ouais. Non, mais on va lister les candidats, pas dire ce qu'on pense d'eux. Donc, les candidats, tu as commencé par le premier. Zemmour. Par Gollum. Pardon, Zemmour, pardon, désolé. Oh, c'est pas bien d'attaquer les gens sur leur physique. Écoute, on peut dire... En fait, c'est un polémiste. Oui. Et il a été mis en exergue, etc., mis en avant dans les médias.
notamment par Bolloré. Et par On en Ruquier reviendra d'abord. plus tard, qui détient pas mal de choses. Et par Ruquier aussi. Et par Ruquier, il a juste fait rentrer un mec qui était polémiste, qui avait des idées. Point. Oui. Sauf que. Et ça lui a lancé une très bonne tribune. Ça Et a lancé une ensuite, très il bonne a tribune. Pourquoi? Parce que beaucoup pensaient comme lui. Et ensuite, il a trouvé un super parrain, un protecteur. Disons qu'il a fait comme Richelieu, qui a trouvé un protecteur qui s'appelait Catherine de Médicis. Non, pardon, désolé. À chaque fois, je me trompe. Qui s'est trouvé Marie de Médicis, qui a été sa chose. Zemmour est la chose de Bolloré, je suis désolé. Je suis désolé. Après, il va s'en trouver un autre, comme a fait Richelieu, qui était lui un très fin politologue, un très fin homme politique, contrairement à Zemmour, qui est juste un gros blaireau. Bon, Bolloré, on parlera Voilà. plus tard. Mais Bolloré, c'est vrai qu'il se sert de tous ces médias pour influencer, pour faire parler de Zemmour. Après, on se rend compte que Zemmour est un pitre. Pas que Zemmour. Il Oui, oppose. il oppose attise les haines. il attise les haines, mais surtout, il oppose les classes sociales Oui, à la diversité. oui, mais c'est ce que j'ai dit juste avant. C'est-à-dire que les gens qui ont rien, qui bouffent des pâtes et du steak haché tous les jours, qui en ont marre et qui veulent un boulot qui soit bien payé correctement, les employeurs, eux, ils en ont rien à foutre, ils vont prendre des gens, des immigrés ou des gens qui sont payés une misère. Qui sont payés encore moins. Qui sont payés encore moins. Et ceux qui sont un tant soit peu diplômés, s'ils veulent avoir du boulot, ben, ils sont obligés de se mettre sur les mêmes tarifs, de baisser leur revendication salariale. Bon, on lance Voilà. égard, revenons au... Voilà, donc Voilà, il y a liste Zemmour, on connaît son programme et tout. Ensuite, ben, il y aura... il y avait une France dans le temps, en fait. Il y avait une France de... 1960-1970. Une France d'avant, quoi. Ouais, voilà. Ensuite, il y a Marine Le Pen. Bon, ben, Elle, c'est plus une monarchiste. non, Non. elle veut pas de monarchie. Elle veut quoi, en fait? Elle veut... Elle sait même pas elle-même alors. Si, je pense qu'elle veut une Europe des nations. Elle veut vraiment une Europe des nations, mais je pense qu'elle est quelque part pour la préservation. C'est-à-dire c'est-à-dire que les emplois doivent rester en France. Pour des Français. Pour des Français. Enfin, oui, Ce le problème, c'est ça. Ce qui en soi est une très bonne chose, à condition d'accepter que le français puisse s'appeler Mohamed, Voilà. Fatia, Miguel, Jesus. Ouais, mais on en revient toujours au même problème. L'opposition des classes sociales. Qui puisse s'appeler aussi Pavel, le français. Oui, Je mais suis désolé. on arrive à une problématique essentielle dans cette élection. C'est-à-dire que d'un côté, il nous faut des lois souveraines pour notre pays pour qu'on puisse avoir des emplois en France. Oui. Pas que ça soit étalé à l'Europe ou en Roumanie ou en Chine, où les progressistes socialistes ont fait les bobos gauchos ont fait des lois de transactions, etc., où c'est les plus riches qui sont mis plein les fouilles Oui. en déportant les sociétés, en déportant le vrai travail ailleurs. Et preuve après, quand ils ont voulu faire revenir les emplois en France, ben, c'est leurs copains milliardaires qui ont touché le pactole, c'est pas les petites entreprises. Voilà. Preuve le CICE. Exactement. Voilà. Et d'un autre côté, on se retrouve piégé entre d'un côté le côté souverainiste, qu'il nous faudrait quelque part pour protéger nos emplois, un peu comme un protectorat américain. Protectorat américain, eux, ils protègent leurs emplois. D'ailleurs, ça me fait Ils sont pas... ça me fait penser que on dit souvent oui, les États-Unis, pays de tout ça. Je rappelle juste que les États-Unis, dans les années 60, quand ils ont vu leur industrie moto, c'est-à-dire en titre Harley, commencer à se faire tailler des croupières par les Japonais, ils ont mis une taxe énorme. Ils mettent des taxes surtout du moment que c'est pas fabriqué chez eux. Par contre, les Japonais, très fins, et les Allemands ont fait pareil avec BMW Moto. C'est que pour continuer à vendre là-bas, ils ont fait pas de soucis. On va les fabriquer chez vous. Sauf qu'ils font des chaînes. C'est comme un truc qu'adorent les Américains, les armes. Il y avait une appel d'offres fait en 2001, fait pour équiper, pour changer la dotation des armes de poing des militaires américains. Sachant que, hop, tout le monde a répondu, et notamment une entreprise qui s'appelle Beretta, italienne, et Beretta c'était les meilleurs. Et à ce moment-là, les Américains ils ont dit oh merde, ça va être les Italiens qui vont fabriquer, et c'est des emplois qui vont être perdus. Et ils ont dit bon ben puis c'est ça, hop, on va mettre une ligne dans
on va obliger que les armes soient fabriquées sur le sol américain. Sauf que les Italiens très finaux, on dit ok, pas de souci, elles seront fabriquées sur le sol américain. Sauf que les Américains pensaient que les armes seraient fabriquées par des employés américains. Non, non, l'entreprise a été complètement automatisée par l'industrie italienne. Donc les Italiens ont dit coucou les Américains, on vous vend nos armes. Par contre, elles seront fabriquées par des machines italiennes sur votre sol. Pas de souci, on respecte la loi. Mais on la respecte à notre façon. Donc au final, les Américains, ils sont très protecteurs. Hein. Faut arrêter de croire que la libre concurrence se fait chez eux. Non, non. La libre concurrence américaine, c'est on vous nique la gueule, on vous exploite, on vous envoie tout ce qu'on peut chez vous, qu'on a fait fabriquer dans des pays à rien du tout. Sauf que vous pouvez pas faire la même chose, vous. Exactement. Faut arrêter de croire. C'est un pays ultra protecteur, les Américains. D'ailleurs, on l'a vu avec les contrats avec les sous-marins. Les sous-marins, ils n'ont pas hésité à vendre eux-mêmes leurs sous-marins pour sacrifier les Français. Avec les Australiens, ils se sont dit s'ils peuvent mettre un coup de manche aux Français, ils l'ont fait. Ils s'en sont pas gênés. Ah oui, ça les a pas gênés. Hein. C'est les gens... tout ça pour préserver leur mainmise sur le Pacifique. Parce que vous comprenez, si ces mangeurs de fromage et de grenouilles qui viennent nous emmerder chez nous, dans notre... parce qu'il faut voir que le Pacifique, c'est leur chasse gardée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, avec les Chinois qui prennent de plus en plus d'importance, ils ont la pétoche. Donc ils essayent de trouver des alliés, donc les Australiens. Mais il ne faut pas oublier que dans le Pacifique, il y a une île en 2 morceaux qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie, et plein de petits atolls français, où il y a des militaires français. On disait oui, c'est une guerre froide qui ne dit pas son nom. Bon, on s'est égaré encore. Donc on s'est égaré, donc on continue. Donc on a dit Zemmour-Le Pen. Zemmour-Le Pen. Ensuite... Pécresse qui est quand même la droite dure. Qui est moins dur que Ciotti. Ciotti aurait été plus dur que ça. Oui, mais d'ailleurs, ça se dit. Quand Valérie Pécresse a été élue, elle a été élue avec le soutien de Ciotti. Enfin, non, ils étaient opposés, mais Ciotti s'est rangé derrière elle. Mais c'est son bras droit, c'est-à-dire que si elle est élue, Ciotti sera très bien placé dans son gouvernement. Sera Premier ministre ou ministre de l'Intérieur. Voilà. Voilà, oui, oui. Donc c'est quand même, ça prouve que Valérie Pécresse tend à la droite dure quand même. Non, non, c'est une caution pour la droite dure. C'est pas pour tendre, c'est une caution. Parce que elle, c'est... Je suis pas d'accord avec 95% de ses idées, mais on peut pas dire que ce soit une droite dure. C'est une droite paternaliste, comme l'était Chirac, quoi. C'est une droite à la Chirac. Moi je dirais que c'est Macron qui a une droite à la Chirac. Macron est plus... J'imagine qu'il va nous ressortir Bayrou pendant l'élection. Ah bah bien sûr. Comme ça, Bayrou, le cachet, revient et... c'est son alibi en fait. C'est le modem sert d'alibi pour En Marche en fait. Donc ben, après Pécresse, tu l'as dit, il y aura Macron. Faut pas rêver, il a rien dit, mais il le sera candidat à sa succession. Hein. Oui, parce que c'est un des présidents sortants qui a le plus de popularité. Depuis au moins 15 ans. Étonnamment. Mais non, pas étonnamment. C'est la crise sanitaire, c'est les crises des enjeux. Il y a eu des enjeux de vie et de mort. C'était tout ou rien. En plus, il a été obligé de donner, donc distribuer l'argent, etc. Tu sais, faire des réformes où il faut tout le temps donner et faire marcher à la planche à billets, c'est toujours populaire. Par contre, quand c'est des restrictions, quand il faut sabrer, quand il faut économiser, etc. Là, par contre, quand on enlève du social, c'est compliqué. Ben, son programme de base, il n'a pas pu l'appliquer, ça fait que... Voilà, c'est pour ça qu'il est populaire. Voilà, les gens, si son programme de base avait été appliqué, je pense que les gens... Il n'aurait pas été aussi populaire. Ensuite, continuons chez les Verts, c'est Jadot. Tartampion, voilà, Jadot, je me souvenais plus. Alors lui, il a gardé ils ont fait une primaire assez tôt, ils ont bien fait la primaire, ils ont eu vraiment eu un moment de... Un vrai débat. Ils ont eu un moment d'ouverture, etc., ils ont été vus, ce qui fait que ça a légitime Jadot, et honnêtement, les Verts n'ont jamais été aussi puissants. Moi, honnêtement, dans une élection, je crois que les Verts n'ont jamais été aussi puissants. Après, il faudra voir le résultat, parce que... Pour info de mémoire, résultat du dernier sondage, Jadot est aux mêmes valeurs que faisait Hulot, ou comment s'appelait l'autre, l'ancienne juge Eva Joly, quoi. Ça va encore faire des scores à peine à 10-12%, quoi. Ça va pas faire folichon. Hein. Faut arrêter. Les Verts, c'est en soi, c'est une caution. Parce que eux, ils ont fait des réformes, 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 ils ont fait
en soi,
Europe Écologie Les Verts, c'est une vraie blague ce parti. Voilà. Donc Jadot a quand même une branche, il est écologie, mais il a une branche quand même PS, il est quand même socialiste de base. Ben oui, il me semble qu'il a été socialiste avant d'être vert. Donc, donc même si on va dire à gauche, Anne Hidalgo, Christine Taubira, etc. Oui, là tu es en train de les faire à la volée. Donc oui, il y a Anne Hidalgo, candidate officielle PS. À Montebourg. Montebourg, non, je crois qu'il a arrêté, qu'il a abandonné, il a dit niet au final. Il a changé derrière quelqu'un. Oui, mais on ne sait pas qui. Donc Anne Hidalgo qui est une blague. Le PS, je crois qu'ils sont en train de trouver, à chaque élection, je crois qu'ils sont en train de trouver, d'essayer de chercher le meilleur candidat pour se suicider. Et je pense que là, ils ont trouvé la bonne. C'est pas parce que c'est une femme, mais on a vu ce qu'elle a fait comme maire de Paris. On n'en veut pas. Non, mais là, ces réformes de bobo parisiennes, qu'elle reste à Paris, qu'elle les garde. Les Parisiens, vous la voulez? Gardez-la. On n'en veut pas, nous. Non, je dirais qu'Anne Hidalgo, elle a fait les mesures qu'il fallait pour faire de l'écologie, enfin pour faire le programme qu'elle devait faire, etc. à Paris, elle l'a bien géré. Le problème, c'est que c'est des mesures impopulaires. Et elle l'a fait par le bâton. Elle l'a pas fait par la carotte, elle l'a fait par le bâton. C'est-à-dire qu'elle a donné des coups de bâton, elle a dit, bon, vous allez dans ce sens-là, point barre. Et ça, c'est impopulaire. Et forcément, elle s'est mangé le retour de bâton. Mais tout je suis... Enfin bref. Ensuite, il y a Christine Taubira, qui voulait un peu sauver le PS, etc. Ouais, mais... enfin, si elle veut sauver le PS comme elle l'a fait en 2002, je suis désolé, en 2002, ben, elle a coulé Jospin. Hein. Si Jospin n'était pas au second tour, parce que sa campagne était merdique et parce qu'il y avait Taubira qui avait voulu se présenter, et parce que Taubira n'était pas content, elle n'était pas d'accord avec Jospin. Et au final, elle l'a torpillé et ça a permis d'avoir Le Pen au deuxième tour. Est-ce qu'on a des nouvelles de Ségolène Royal? Non, rien. No comment. Ok. Après, à gauche, il y a La France Insoumise. Ouais. Donc, là, ah si, moi, c'est mon parti, ça. Arrête. Je croyais qu'on ne devait pas donner son avis. Oui, ben moi, je dis mon avis politique. Parce que moi, je vais tous les défoncer. Non. Donc, moi, La France Insoumise, alors je vote pas pour Mélenchon spécialement, je vote plutôt pour La France Insoumise, surtout pour Ruffin, pour Manon Aubry, pour tous les soutiens que La France Insoumise représente, et surtout pour le parti et pour ses revendications. C'est-à-dire que c'est des revendications vraiment sociales, écologie, environnementale, sociétale. C'est vraiment des avancées sociales, des avancées pour les gens qui n'ont rien, qui mangent des steaks hachés et des pâtes toute la journée. Voilà. Pour des gens qui bouffent du caviar à la moitié de l'année. C'est pas mal de dire ça, que des gens qui bouffent du caviar à la moitié de l'année nous proposent d'améliorer notre... S'ils veulent partager leur caviar, j'en prends, ne vous inquiétez pas. Non, La France Insoumise, c'est pas le caviar. Ouais, enfin, je suis désolé, mais qu'un sénateur social, un ancien sénateur socialiste, qui a été élu sénateur l'année où je suis né, dise oui, je suis le changement. Arrête de foutre de notre gueule, Méluche, et va prendre ta retraite là, tu m'énerves. T'étais sénateur socialiste quand je suis né. Je suis né l'année où t'as été élu. Tout le monde est capable de se réinventer. Mais il tient le même discours depuis qu'il a été élu. Non. Sénateur. Non, il a évolué. Tu regardes le... Non, est-ce que tu as lu le programme de La France Insoumise? Oui. Non. C'est l'un des rares que j'ai lu. C'était les idées qu'il portait quand il était au PS dans les années 80-90, c'est les mêmes que ceux qu'il porte maintenant. Sauf que maintenant, vu qu'il est le chef de son parti, il les met encore plus en valeur. Mais c'était déjà la droite, la ligne gauche plus traditionnaliste du Parti Socialiste. C'est juste que, vu que monsieur s'est fait baiser la gueule, je suis désolé, je suis vulgaire, mais baiser la gueule par Hollande, il a claqué la porte, il a dit « Ah mais puisque je me suis fait enfler par Hollande », qui est un fin politique quand même, faut pas oublier. Oui, enfin, Hollande, excuse-moi, mais il a fait que des politiques de droite alors qu'il était de gauche. Hein. Oui. On n'a jamais autant mangé dans la gueule. Hein. Ah bah, Hollande, faut pas oublier que c'était un homme politique sous des airs benets. Il est très fin, il sait très bien ce qu'il fait, comment il le fait. Donc, il a réussi à le faire taire. L'autre, il est parti, a fait son petit parti dans son coin. Résultat, ben, il sera jamais. Tandis que s'il était resté au PS, je pense qu'il aurait un appareil beaucoup plus fort. Et si, à l'heure actuelle, il serait à la tête du PS, Mélenchon, il serait beaucoup plus fort que ce que n'est la France Insoumise. Et je pense qu'il pourrait faire très mal.
Voilà. Bon, après, il y a Parti communiste et Poutou. Et Parti communiste, bah, et NPA. ben après, ouais, il y a le nouveau parti anticapitaliste avec Poutou qui voulait pas y aller, mais qui y va parce qu'il n'y a personne du parti qui veut y aller. Et il l'a dit clairement, il a dit j'y vais parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un du parti et qu'il n'y a personne qui veut y aller. Donc il y va un peu à contre-cœur, mais il y va parce qu'il veut défendre quand même toujours les intérêts, les idées du NPA. Ouais, alors ils sont quand même empêtrés dans pas mal de débats, notamment sur... eux, ils protègent les manifestants... Enfin, ils ont raison de protéger les manifestants, les blessés, les gilets jaunes, etc. dans les manifestations. Donc ils s'en prennent souvent aux policiers, etc. quand ils ont fait les maintiens de l'ordre, qu'il y a eu des abus, etc. Oui. Donc forcément, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est droit, enfin, tout ce qui est policier, etc. Ne les aime pas. Ne les aiment pas et sont devenus des anti-flics quasiment. Alors que c'est complètement faux. Non mais à gauche, la gauche dure a toujours été quand même anti-flic parce que faut voir que la police telle qu'on l'a en France n'est ni plus ni moins que héritière des forces de répression de la police qu'avait instauré la monarchie au 19e siècle. C'est-à-dire la monarchie, les monarchies constitutionnelles et Napoléon III. Je pense pas, je pense que dans la police... elle est héritière de ça. Je suis désolé, mais quand on voit que la police, elle descend de la police qu'avait mis en place Thiers au début de la Troisième République, c'est la police qui a réprimé tous les gens de gauche. Je peux pas te laisser dire ça. Parce qu'il y a plein de flics qui se sont engagés pour protéger le peuple, pour protéger les gens, pour protéger ta nation. Et ils sont pas forcément d'extrême droite. C'est des mecs qui sont pour la mixité, qui sont pour ça. Mais dans le... Je suis désolé, tu t'intègres pas le corps de police pour taper de l'arabe. Jusque dans les années 80, si. Si, je suis désolé. Tu étais là pour taper tout ce qui s'appelait pas Dupont. Dès que tu t'appelais un nom, même Podolski ou Tchermignani, allez, t'es un Polac, t'es un Rital, t'es un bouffeur de pâtes. Ah bon, et c'est quoi votre nom? Ah, bon, bah, vous êtes un bouffeur de paella, vous. Ah oui, non, mais moi je suis policier. Bon, ben t'es pareil, t'es un bouffeur de paella, t'es un fils ou un petit-fils d'immigré. Alors ta gueule. Je suis désolé, mais juste pour les flics qui viennent se plaindre maintenant, oh mon Dieu, j'ai été blessé lors des manifs. Les mecs, vous avez vu comment vous êtes encaparonnés, vous êtes autant armés que lors des manifestations, vous êtes autant protégés. C'est comme si vous étiez en armure du Moyen-Âge, face à des mecs qui viennent face à vous en poil. Des fermiers. Face à des fermiers. Vous êtes en armure. Je suis désolé. Face aux fermiers. Je suis désolé, vous avez le casque, le bouclier, il vous manque plus que le pilon, c'est bon. Hein, c'est compagnie romaine de sécurité. Hein. C'est pas compagnie républicaine de sécurité. T'as vu comment leur façon d'agir, etc. C'est comme l'époque romaine. Hein. C'est la Légion. Je suis désolé. Sauf que moi, j'aimerais bien qu'on leur mette la nôtre de Légion en face. La vraie. La Légion française en face. Non, là, ils vont moins rigoler. Tu peux pas. Les Gaulois réfractaires, c'est le bordel. On n'a jamais été ordonnés. Oui, tout le monde tous gallico. Ils sont partis, ils parlent de quoi? Ils parlent de juste remettre la France, c'est qu'il faut arrêter de laisser ces putains d'entreprises amasser des milliards et des milliards sans que le peuple qui travaille pour, qui fabrique la richesse de ces gens-là, hein, on en voit la couleur, on a des miettes. Je suis désolé, mais leur pyramide, que ce qu'on donne aux riches, ça va dégringoler. Non, eux, ils le mangent, nous, on récupère la même. Donc maintenant, sujet 2, on voulait parler de l'actualité sanitaire. En fait, tu voulais surtout, toi, parler de l'actualité sanitaire. On peut pas faire un impasse, en fait. On vit avec le Covid depuis 2 ans. Oui, on peut pas faire l'impasse sur le pass. Ah oui, alors ça, l'histoire du pass vaccinal. Bon, reprenons. Donc le Covid, ça a été depuis combien de temps? Depuis début 2019 ou début 2020? 2020, ça a commencé fin 2019 en Chine et nous, c'est arrivé en mars 2020. Toute l'année 2020, 21 entière. Et là, on est en 22. Normalement, ça devait se finir... ah bon, ça devait se finir? Cet été. L'été 2021, ça devait se finir, en théorie.
Et on traîne ça encore. Donc on a eu des variants, plusieurs variants, dont le variant Delta qui était quand même dangereux mais pas trop contaminant. Et nous avons après derrière la bonne nouvelle, c'était la seule moyen de sortir, on va dire biologiquement, de l'épidémie. Soit c'était la version Chine ou le zéro Covid, c'est-à-dire dès qu'il y a une contamination on bloque tout, etc. à la façon chinoise. Soit c'était de laisser courir. Donc avec le variant Omicron, il y a eu la stratégie donc du coup de laisser courir parce que de toute façon il était plus contaminant et apparemment il était moins létal. Le but c'était d'éviter les morts, c'est ce qu'on a évité, on évite les morts. Et d'éviter de surcharger les hôpitaux parce qu'ils savaient très bien que ça a passé une fois, c'est passé par miracle la seconde fois, la troisième fois là ça passait pas, les hôpitaux ils avaient tous craqué et on le voit. Et pour être plus ou moins en contact avec le milieu médical, via mon métier, je sais très bien que tous les hôpitaux étaient à 2 doigts de craquer. La deuxième fois, ça s'est passé, mais vraiment de justesse, quoi. La première fois, on a fait tout un foin, on nous a applaudi, c'est pas les applaudissements qu'on avait besoin. Là, ce qu'on avait besoin, c'était de gens, d'argent pour le milieu. C'est normal, c'est comme tout secteur d'activité. Quand tu as besoin de l'éducation, c'est pareil. Ils ont besoin de personnel, ils ont besoin d'argent de paye pour payer les gens, pour payer les fournitures, pour payer les lieux, etc. Ils ont besoin d'infrastructures, ils ont besoin de moyens et de matériel, et ils ont besoin de personnel. Je suis tout à fait d'accord. C'est un secteur d'activité, c'est ça en fait. On peut parler c'est une des dépenses de base. On peut parler de la vaccination obligatoire, etc. Alors, en termes de vaccination, parce que là, donc du coup, on avait plutôt le virus de base et les variants qui devaient nous tuer. La seule parade qu'on avait, c'était le vaccin, la vaccination. C'est-à-dire la vaccination qui baissait un petit peu la contamination, mais pas trop. Mais ce qu'elle permettait, c'était surtout d'éviter les formes graves, de mourir du virus. Donc, on a eu des confinements la première année, parce qu'on n'avait pas de vaccin, on n'avait que ça pour calmer les contaminations, pour calmer le nombre de morts dans les hôpitaux. La deuxième année, on a eu le vaccin, donc vaccination. Il n'y a pas eu de vaccination obligatoire parce qu'en fait, le président devait se légitimer, dire que si les vaccins n'étaient pas bons ou n'étaient pas effectueux comme il fallait ou qu'il y avait des problèmes avec les vaccins, il se lavait les mains. Enfin, c'est exactement comme le principe de la reine d'Angleterre. Il doit toujours rayonner, il doit toujours avoir raison, il ne doit jamais perdre la face. C'est pour ça qu'en fait, il n'a pas mis la vaccination obligatoire, mais il a mis le pass vaccinal. D'un autre côté, le fait de mettre le pass vaccinal, ça a divisé les Français. Pass sanitaire. Pass sanitaire, oui, qui est maintenant un pass vaccinal. Alors là aussi, on peut en reparler de ça. Mais déjà, le fait d'avoir mis un pass sanitaire, c'est antidémocratique. Les Français sont très attachés à la démocratie, à la liberté de droit de parler, les libertés d'expression, les libertés de manifestation. Et le pass sanitaire a mis vraiment une omerta sur nos libertés d'un côté, mais d'un autre côté a permis de contrer cette épidémie, etc. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais partie, ça c'est une étude, c'est un truc que vous ne verrez jamais, et pourtant ça a été fait, par ceux qui ont créé l'application. Vous savez l'application qu'on nous demande tous d'avoir, tous anti-Covid, où on a le truc. C'est très pratique pour moi. J'ai dessus mon truc comme quoi, ouais c'est bon, j'ai mon QR code, voilà. Ouais, mais alors là... Sauf que combien réellement activent tout le temps le GPS? Parce que ils sont comme moi, ou parce qu'ils n'ont pas envie de bouffer de leur data, ou qui sont comme moi, qui disent, non mais le gouvernement n'a pas à savoir, même si soi-disant les données, mais les données, soi-disant elles sont effacées au bout de tant de temps, mon œil, on n'a aucune preuve, et vu que je n'ai aucune confiance dans cet état policier que l'on a depuis 20 ans, je ne leur donne aucune donnée. Le problème, c'est qu'ils sont dans un... Déjà qu'ils le savent, quand on se fait scanner le code quelque part, ils le savent. Le problème, c'est que du gouvernement, les États sont toujours dans le contrôle, dans la gestion du contrôle. Arriver à contrôler la population de manière à toujours ce qu'il y ait un contrôle pour éviter une fin du monde, soit une fin sanitaire, soit une insurrection, etc. Le problème, c'est qu'ils ne regardent pas le vrai problème du peuple. Le peuple, il meurt de faim. Donc au lieu de résoudre le problème de la... Il se protège, c'est tout. Du problème de la faim pour son peuple, il se protège lui-même derrière les institutions. Et ce qui va se passer, parce qu'en réprimant les gilets jaunes, ils ont réprimé une manifestation pacifiste, une insurrection pacifiste, et des demandes du peuple
légitime. Et les Gilets jaunes ont été humiliés, battus. Ils ont été ridiculisés, ils ont été humiliés. À tel point que maintenant les gens ne croient plus aux pacifistes. Et la prochaine fois qu'il y aura une insurrection, ça sera un bain de sang. Ce qu'on voit en Guadeloupe, parce que je suis désolé, mais c'est dans la ligne dans la droite ligne des manifestations gilets jaunes qu'il y avait en Guadeloupe. Maintenant, les mecs, ils sont armés, ils tirent sur la police. Et les policiers, ils sont mis au genou. Pour info, leur protection qu'ils ont, qui se font tirer dessus, là, qui répriment, c'est par balle. Ça fait que le mec, je pense pas qu'il en est pas mort de sa blessure par balle. Et leur bouclier, ça résiste très bien au calibre 12, à la chevrotine et tout ça. Bon, eux, ils sont là pour maintenir l'ordre, mais au lieu de maintenir l'ordre, ils devraient déjà répondre au problème sociétal du peuple qui meurt de faim et qui veut s'en sortir. Et maintenant, il n'y a plus d'esquive, on ne peut plus esquiver la question. Oui, mais là t'es sorti du sujet sanitaire quand même. Oui, mais vous allez voir qu'à partir du 2 février, déjà ça a commencé, les manifestations ont déjà commencé, oui. Vous allez voir qu'à partir du 2 février, où on lève les restrictions sanitaires, où l'histoire du Covid va commencer à être finie, enfin ça va pas être tout à fait fini, parce qu'on va tous avoir le Covid Omicron, donc du coup on va tous être malades, mais pas mourir. Et pas le Omicron. Ouais, le Omicron. Et du coup on va tous choper le Covid, mais on va être pas bien, mais c'est un peu plus qu'une grippe, mais on va s'en sortir, on va vivre, si vous voulez. C'est la bonne nouvelle. Le problème, c'est que derrière ça, on va revenir à nos problématiques de base. Ça va être manger à la fin du mois, la fin du monde, la fin du mois, la fin du monde, les revendications des Gilets jaunes. Avant la fin du monde, on va d'abord peut-être penser à comment on va finir la fin du mois. Voilà. Et l'année. Les problématiques de base. Et voilà, donc oui, la fin de certaines restrictions sanitaires, et notamment, notamment il y aura l'annonce qui a été faite le 20 janvier par le Gersois, là, Castex, ouais. Monsieur Jean Castex, notre cher con Premier ministre, vu qu'il aime bien nous appeler c'est du Pontel. Con, pas très... Oui, c'est du Pontel qui est... Donc on comprend. Je vais quand même dire une dernière chose sur le Covid. Pourquoi on a eu le Covid? On l'a eu parce qu'il y a eu donc deux causes. La première cause, c'est la zoozone. Le fait de faire des industries dans des lieux, par exemple l'industrie du porc en Indonésie, où là-bas, c'est pas la religion du porc, mais c'est pas surtout le climat du porc. Ce qui fait que le porc a chopé plein de maladies et ça a créé des contagions. Là, on a eu le même problème avec le canard, avec les volailles, où il a hein. fallu abattre plein de volailles parce qu'il y a eu un virus qui s'est contaminé, etc. Chaque fois, c'est une utilisation des animaux pas au bon climat, pas au bon truc au bon moment, qui chopent des virus. Et la surconcentration. Dans des zones où on a réduit l'espace naturel des animaux, qui se retrouvent, des animaux qui avaient une maladie qui était naturel, désolé, j'emploie, s'il y a des scientifiques, j'emploie pas les bons termes, mais j'emploie des termes que tout le monde peut comprendre. Donc on a réduit l'espace naturel de ces animaux, donc leurs maladies ont plus facilement pu se croiser, contaminer nos animaux à nous, et vu que nos animaux et nous, les humains, vivons très concentrés les uns des autres, ben ça s'est transmis plus facilement à l'homme. Et voilà comment le Covid est arrivé, quoi. Faut arrêter. Alors ça, c'est la première cause, la zoozone. La deuxième cause, c'est... donc oui, ils ont mangé du pangolin, etc. Un truc qui était venu d'une chauve-souris, etc. Ça, c'est la première problématique. On ne sait pas trop. La deuxième, c'est la sécurité des labos. Les laboratoires, partout dans le monde, ont une zone de sécurité de 2 ou 3, alors qu'ils doivent être d'une sécurité de 4 ou 5. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont des protocoles de sécurité, de confinement, quand ils ont un virus qui s'échappe de leur labo. Parce qu'il faut savoir qu'ils travaillent sur des virus hyper virulents, hyper toxiques, La chance qu'on a eu le Covid, c'est qu'il était soit létal, soit contaminant. Mais il ne pouvait pas être les deux. Sauf que dans les labos, l'humain joue avec des virus qui sont capables de tous nous tuer en même pas une semaine à peu près. Oui, Ebola. Le dernier critère qui
fait qu'on a une pandémie mondiale, c'est la mondialisation. La mondialisation, le libre-échange, etc. fait qu'une épidémie dans un pays ou dans un secteur, comme l'Asie, l'Océanie, etc., dans un continent, se propage à l'échelle mondiale. Et devient une pandémie. Et devient une pandémie mondiale. Donc non, pandémie, ça veut dire mondiale. Oui, pandémie, voilà, etc. Et en fait, ça, c'est à cause de quoi? C'est à la cupidité de certains qui ont voulu faire du fric en délocalisant un maximum le travail ailleurs, favorisant les interéchanges, etc. Notamment le pétrole. Ce qui est très bien, l'interéchange en soi. Oui. Mais pas à ce niveau-là. Là, on est allé du côté obscur de la mondialisation. La mondialisation est très bien, à condition qu'on échange des gens, des idées. Bon, ça, je vous l'expliquerai dans mon coup de gueule à la fin. Et si je ne l'expliquerai pas, vous me mettez une petite note en bas de la vidéo, dans le commentaire, vous demandez. Je ferai une petite pastille où j'explique certaines choses sur la mondialisation qui se passe juste déjà en Europe et qui est aberrant. Voilà. Notamment le veau. Teasing sur le veau. Ah, en Europe, vous verrez. C'est très marrant, je vous en parlerai un jour. La cupidité de certains les plus puissants du monde, c'est-à-dire les plus riches et les plus influents. Pas forcément les plus riches, surtout les plus influents. Les influents, ceux qui ont beaucoup de pouvoir. Donc c'est-à-dire ceux qui ont un bon relation, ceux qui ont beaucoup de rayonnement, en fait, d'influence dans le monde. Les plus puissants de ce monde, c'est soit des patrons de multinationales qui dirigent les multinationales. Par exemple, je prends un exemple, le défrichage de l'Amazonie pour des palmeraies pour faire de l'huile de palme, eh ben, c'est un exemple. On déforeste les poumons de la terre pour une industrie sur l'huile de palme. Et c'est tout comme ça. Et ça, le crédit vivant est en train de mourir à un point où on va droit dans le mur. Et le Covid est un premier mur. Le prochain, il va faire des milliards de morts. Ben voilà, on va passer au sujet suivant. Alors, on va aborder maintenant le troisième sujet. Alors, troisième sujet, les enfants. On a dit qu'on parlait surprise. On va parler espace. Parce qu'on s'est fait, on a hypé ça. En plus, c'est arrivé le 25 décembre. C'était un super cadeau. Bon, moi malheureusement, j'ai pas pu le voir en direct. Mais grâce à monsieur Vincent de la chaîne Stardust, merci beaucoup. Bonne année. Et bonne année à Kibo si tu me regardes, Vincent. Je suis un fan depuis longtemps. Je suis un abonné de ta chaîne depuis très longtemps. Merci pour le lancement de James Webb. On sait maintenant à la date où on est. Il était lancé par Ariane 5. Voilà, mais justement, on sait maintenant s'est complètement déployé et qu'il est presque arrivé en L2, point de Lagrange numéro 2. Les points de Lagrange, regardez, il y a une très bonne vidéo, les points de Lagrange. C'est chez Astrono Geek qui en parle. Alors exactement la vidéo je ne sais plus, donc je ne peux pas vous la mettre même en lien. Je sais qu'il y a une Lagrange, il y a aussi Bruce Ben Amram de Y Penser qui a fait une très bonne vidéo, la preuve par vieux sur Lagrange, pour savoir qui c'est, vous verrez. Ce mec, un génie. Lagrange. Et ensuite, s'il y a la vidéo des frères Lisoire, bonne année à vous aussi, sur James Webb, qui est très bien. Voilà, donc ouais, ça y est, James Webb est quasiment en place. Bon, il va falloir 6 mois pour qu'il le règle bien encore et tout, mais ouais, tout s'est bien passé. Et ouais, il a été lancé par une fusée Ariane 5. Et à chaque fois, je me fais la même réflexion, et je te l'ai fait quand je l'ai regardé, je te dis oh, wow, regarde à quelle vitesse! On voit le moteur Vulcain qui s'allume, et à ce moment-là, il y a les deux EPA, propulseurs à poudre, qui s'allument, et là, on voit rien qui... Pouf ça part. En fait, ça part pas comme ça part... Ça accélère. Une accélération. Mais de fou. C'est un truc de malade. Et nickel, elle a fait un vol. Tout est optimal. On l'entend. Vous pouvez toujours la voir, la vidéo. Regardez-la à partir du moment. Bon, c'est très bien. C'est des lancements complètement différents de Jeff Bezos et Elon Musk ou des nouveaux capitalistes américains, ouais. Ou même de la NASA ou des autres. Ariane a vraiment une façon de faire
de lancement. Même les Chinois, quand ils lancent ou les Russes, hein, c'est pas tout à fait pareil. Hein, les Ariane, vraiment... Ariane, non, de toute manière, on le sait quand on voit le lancement d'Ariane, déjà, on entend. C'est ça qui est énorme. C'est que tu entends les bruits de la jungle équatoriale. Parce que tout autour, c'est la jungle. Hein. Tu entends sur les micros de chez Ariane Espace, tu entends, et de l'ESA, tu entends sur les sons, tu entendais les bruits des animaux de la nature. C'était génial. C'est un truc. C'est tout con. Mais alors, moi qui l'ai regardé, c'était le 28 ou 29, je l'ai regardé, puisque je travaillais le 25, j'ai pas pu le regarder, le live. Eh ben, franchement, c'est fun. C'était fun, ça m'a fait du bien à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est bon. James Webb. Ensuite, là, il y a une news qui est tombée. C'était. Je l'ai vu passer en bref très vite. J'ai pas eu le temps de la lire en entier. Et je l'ai vu. C'était hier. Artemis a sacrément bien avancé. Les frères Lisoire ont partagé sur leur. Alors, je crois que c'est sur Twitter. Sur leur fil Twitter qu'ils ont partagé, comme quoi Artemis est presque prêt pour faire son premier vol. Ça risque d'être pas mal. Alors Artemis, ça fait partie de tout le package pour la LOPG, le retour des Américains sur la Lune, et aussi Artemis, c'est la fusée qui remplace les shuttles. Voilà, pour remplacer les navettes spatiales. Puis c'est pour ça que le réservoir central est en orange. C'est aussi pour préserver, il y a toute une histoire. C'est très compliqué la naissance d'Artemis, ça a énormément de retard. Tu peux nous expliquer ce que c'est Artemis? Artemis, c'est une fusée et tout un ensemble de fusées modulables c'est un ensemble, c'est un programme d'ensemble pour le retour des Américains sur la Lune. Désolé, je vais faire encore mon truc, mais allez voir les vidéos des frères Lisoire sur la chaîne Hugo Lisoire. Ils en parlent très bien, Artemis, voilà. Donc, ouais, c'est bientôt prêt, on va peut-être enfin en voir le lancement. Est-ce qu'on a des... Ça risque d'être énorme. Est-ce que le programme est relancé, le programme de navette spatiale européenne? Alors ça sera dans mon coup de gueule. On se retrouve tout à l'heure pour mon coup de gueule. Ensuite, là, il y a eu les premiers vols, alors je sais plus, je crois que c'était novembre ou décembre 2021, à la fin de l'année 2021. Il y a eu le premier vol, ou en janvier, mais il me semble que c'était en fin d'année 2021, premier vol de la nouvelle génération des fusées russes. Et ça veut dire que bientôt il y aura la nouvelle capsule qui va remplacer Soyouz. Au bout de 50 ans, ils vont enfin la remplacer. Enfin bon, merci Soyouz et merci Monsieur Sergei Korolev qui l'a dessiné. Merci à la R7 pour tout ce qu'elle a rendu comme service. La R7, c'est fusée de Korolev, quoi. On sait ce que ça vaut. La Soyouz, la capsule Soyouz, elle a permis de faire tellement de choses dans l'espace, de desservir Thomas Pesquet, Claudine Nuret. 90% des spationautes français sont allés dans l'espace grâce aux fusées russes et aux capsules Soyouz. Faut pas oublier, quoi. Voilà. Les Russes ont sous leur gueule, c'est simple, mais ça fonctionne. Leur truc, ça fonctionne très bien. Et les Chinois qui sont en pleine bourre, leur nouvelle station qui a commencé à être construite, leur nouvelle station spatiale. Avant, c'était des stations pour faire de la courte moyenne durée, enfin, qui étaient courte, moyenne, longue, moyenne vie. Là, ça va être vraiment une station spatiale à vraiment longue durée, prévu de grosses collaborations avec la France, et pas avec l'ESA, principalement la France. C'est le CNES. Pareil d'ailleurs, à savoir, c'est que les Indiens, d'ici 10 ans, ils auront leur truc là-haut. Hein. Les Indiens, ils avancent très bien. L'ISRO, l'agence spatiale indienne, oui. Ils avancent super bien. Ils auront quoi? Ils seront dans l'espace dans 10 ans. Ils auront quoi? Une station comme Ah oui, ils auront une station. Ils veulent faire une station ou ils veulent rejoindre l'ISS? Non, ils vont faire leur station. Les Indiens, avec 3 bouts de ficelle, ça a commencé avec 3 bouts de ficelle, maintenant ils ont un vrai programme, ils ont des moyens et ça avance très bien. Et en plus, à chaque fois, c'est des noms, mais c'est des super noms. Je les oublie à chaque fois, mais c'est des très beaux noms qui donnent à leur fusée, à leur projet. Ça vient de la mythologie, tout vient de la mythologie indienne, indienne et bouddhiste, et c'est très beau à chaque fois, quoi. Ça donne envie. Déjà, l'espace, ça a fait rêver, et là, ça donne encore plus. Et pour finir, en Ariane 6, on va en parler très vite. Normalement, premier vol, c'est cette année. Début. Ça y est, elle est opérationnelle? Mais non, premier vol. Écoute ce que je dis.
le premier vol, c'est toujours plus ou moins un vol test. Je te rappelle, le premier vol d'Ariane 5, elle a pété. Parce qu'en fait, ils avaient mis des pièces d'Ariane 4 qui ne supportaient pas la trop forte accélération d'Ariane 5. Donc c'est pour ça que ça a pété. Là, premier vol d'Ariane 6, normalement, ça sera en juin, juillet, août, par là. Normalement. Les infos que j'ai fin janvier quand on fait cette vidéo. Voilà. Donc je peux pas vous en dire plus. C'est juste qu'elle est très belle. Elle va être modulable. Alors modulable d'une certaine façon, c'est qu'en fait, on va avoir des Ariane 6. Alors s'ils n'ont pas changé leur dénomination, mais au moment où moi j'ai les infos, au moment où on fait la vidéo, c'est à 6.2, 2 boosters, 6.3, 3 boosters, 6.4, 4 et 6.5. Jusqu'à 5, ils peuvent en mettre 5 boosters. Les EPA, ce qu'on appelle des EPA ou des boosters, couramment, booster à poudre, c'est pas vraiment la poudre, c'est une espèce de pâte à modeler et de l'explosif formé en pâte à modeler, mais d'une certaine manière pour la combustion. Enfin bon, ces boosters sont plus petits, à peu près dans le même diamètre que les boosters actuels les EPA de l'Ariane 5, sauf qu'ils sont bien costauds. Et le moteur d'Ariane 5, d'Ariane 6, ça va être c'est la nouvelle génération du moteur Vulcain, c'est-à-dire moteur de base. Et vous verrez ça, il faut le voir, c'est que le moteur Vulcain, il fait une femme blanche bleutée. Enfin, bleutée transparente. Et il y a un énorme panache blanc à la sortie. Plus loin, la traînée, énorme panache blanc. Et alors ce panache blanc, mais vous pouvez le boire. Oui, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Hydrogène, oxygène. Hydrogène, oxygène. C'est Ariane 5, Ariane 6. C'est les fusées les moins polluantes avec celles de Jeff Bezos, contrairement aux saloperies de Elon Musk. La Blue Origin, vous regardez, elle ne fonctionne que à hydrogène, oxygène liquide. C'est tout. C'est énorme. C'est génial, quoi. Voilà. Donc, ben voilà, fini un peu pour le côté spatial. Bon, ben, on attend un peu la suite. Ah si, on a parlé de James Webb. Allez sur la chaîne de Vincent, sur la chaîne Stardust. Allez-y, il a fait un super documentaire qui, je crois qu'il est presque... Il manque qu'un épisode, il manque le 5e épisode sur l'histoire de Hubble, parce que Hubble pour l'instant est toujours vivant, même si on n'a plus le moyen d'aller le réparer. C'est pour ça qu'il est en train de petit à petit de tomber en panne. C'est qu'on n'a plus les moyens de le réparer, vu qu'on n'a plus la navette, parce que la navette a été conçue, et Hubble a été conçu aussi pour être entretenu par la navette. Ouais. Voilà. Donc, c'était comme ça que voilà. qu'on intervenait dessus. Voilà. Et bien justement, allez même voir. Même pour faire évoluer Hubble, c'est-à-dire que quand Hubble devenait obsolète, pour changer des modules, etc. Obsolète, ou quand il y avait des morceaux qui tombaient en panne, quand les gyroscopes sont tombés en panne, ouais. C'est une mission qui allait. Allez voir la vidéo de Vincent, de la chaîne Stardust, vous verrez, tout est super bien expliqué, tout est remis dans le contexte et tout. C'est vraiment depuis la jeunesse du projet d'un télescope spatial, qui ne s'appelait pas encore Hubble, on ne savait pas ce qu'on allait faire, mais des télescopes géants habités, limite station spatiale, on pensait à ça. Et comment on en est arrivé à Hubble et tout l'entretien, comment sauver Hubble. Alors, maintenant, on va passer les nouvelles parties qu'on va essayer de mettre à chaque fois en 20 ou qui fera sa propre partie, c'est-à-dire la partie coup de gueule. Les coups de gueule. Alors, les coups de gueule, on a commencé, vous l'avez vu, on a commencé avec Bolloré. On sait pas, on ne peut pas s'empêcher de râler. Oui, alors, Bolloré, c'est surtout Bolloré et les médias. Non, en fait, c'est une autre problématique. La problématique, c'est que des humains milliardaires ou qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'influence, se font pas passer pour des nains. Non, ils jouent à Dieu et ils sont toujours dans la cupidité, dans le pouvoir et dans l'ego, donc ils sont dans les mauvaises vibrations. Et le seul but, c'était de toujours avoir ça c'est du religieux, c'est pas du factuel. Non, c'est toujours avoir plus de pouvoir. Ils sont tombés dans les... C'est pas du religieux. Quand t'es un mec qui est cupide, qui veut toujours plus d'argent et qui veut toujours plus de pouvoir, il est complètement pas dans l'entraide, il n'est pas dans la bienveillance, il n'est pas dans le bien total. Il est coupé du bien total. Mais c'est un mec qui a énormément de pouvoir. Donc il va dans une direction qui est mauvaise,
pour tout le monde. Et il est plus un problème qu'une solution. Et là, c'est exactement le problème qu'on a avec Fabien Bolloré, avec... comment ça s'appelle Bolloré? Je sais pas. Je m'en fous de toute manière. Bon, bref. Parce que cet homme est une puanteur, est un danger, puisque il est un danger pour une démocratie. Il détient assez de médias pour influencer l'élection politique, vu qu'il a son copain qui est sa créature, comme je vous disais tout à l'heure, Zemmour, c'est sa créature. Alors, il faut le prendre au terme, dans le sens du terme créature, c'est pas du tout une insulte. On parlait de créature aussi pour des gens. Richelieu, c'était la créature de Marie de Médicis, et ensuite, ça a été la créature de Louis XIII. Faut pas oublier ça. Créature, c'est dans ce terme. C'est un objet, c'est un serviteur. Hein, ça n'a rien de péjoratif. Donc, Zemmour est la créature de Bolloré, et Bolloré a ses médias, dans lesquels il a notamment une autre de ses créatures qui s'appelle Monsieur Hanouna, qui est génial pour faire des polémiques et pour faire monter la haine à travers les gens. C'est pour ça que je... Et pour... La division. Ouais, diviser pour mieux régner. Et vu qu'il a plusieurs médias, Monsieur Bolloré peut jongler à faire une pseudo-guéguerre entre non, c'est exactement ses médias, ça, ses créatures. La problématique des classes sociales des pauvres contre les riches se fait complètement twister par la problème de la diversité entre les gens qui sont souverainistes et les gens qui sont soi-disant pas souverainistes, qui sont soi-disant tolérants à la diversité. Tolérants à la diversité, donc forcément, comme on vous a dit en réalité, ils sont pas tolérants à la diversité, ils sont là, ils se cachent derrière la diversité, derrière la tolérance, derrière des bonnes choses, mais derrière, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est garder le pouvoir, garder l'influence et toujours avoir plus d'argent, plus de pouvoir. Et ils nous affament, ces mecs-là. Voilà. Donc, voilà, parce qu'en fait, c'est tout ça, ni plus ni moins, ça en revient au deuxième point du coup de gueule dont je voulais parler. C'est les grands groupes, les grands patrons qui ont leurs créatures, donc qui ont des, qui ont des lobbyistes, soit dans les médias, soit auprès des politiques, pour faire leur cas de volonté et pour régir ce monde de merde. Je suis désolé, et pour faire voter des lois auprès d'institutions telles que l'Assemblée nationale, soi-disant en France, il n'y a pas de lobbyiste. Oui, t'as raison, ouais, bien sûr. Mon œil, hein. On le voit, pour des cons. On l'a vu. Attends, laisse-moi finir. Prenez-nous pour des cons. Il y en a aussi auprès de l'Europe, partout. Il y en a des lobbyistes. Hein. Faut arrêter. Notamment, je suis désolé, mais quand on est une association qui a pour but de défendre l'environnement et qu'on lutte contre le nucléaire avec l'argent des grands groupes pétroliers américains, on ne citera pas de nom, mais Greenpeace, c'est pour vous. Hein? Greenpeace. Ah ben oui, Greenpeace qui a reçu, mais il fallait pas le dire. De quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Greenpeace, ils ont reçu des millions de la part d'entreprises américaines. Pour info, leur bateau, qui est bon pour la casse depuis 50 ans, hein, leur bateau, c'est prouvé ça? Ah oui. Parce que je te rappelle qu'à la base, ils se battent pour des choses. Ils se battent contre le nucléaire. Ils se battent rarement contre les grands groupes pétroliers, parce que les grands groupes pétroliers, c'est trop puissant. Et il vaut mieux ramasser leur argent plutôt que de se battre contre eux. Donc, Greenpeace, qui se base contre le nucléaire produit quand même moins de déchets, moins de pollution qui est facteur de réchauffement climatique que l'exploitation d'une mine de charbon. Alors, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Hein, les collisions et les combats. Greenpeace, si vous voulez vraiment faire un geste, déjà, faites que votre bateau soit un voilier. Ça sera plus écologique. Moi, je pense que Greenpeace, c'est une ONG, etc., qui a déconstruit comme elle l'a pu, etc., pour le bien de la planète, etc. Je pense qu'ils ont des idées bonnes. Mais je pense qu'il y a eu des influences dans le truc, etc. Il faut savoir quand même que les groupes pétroliers et compagnie, ils sont tendres avec personne. Et il faut savoir qu'il y a des influences dans le monde, des institutions, des multinationales, etc., parce qu'on est dans un monde d'influence, il faut le savoir. On est dans un monde d'influence, c'est-à-dire celui qui est le plus fort impose sa loi au plus faible. C'est comme ça que ça a toujours marché, à l'heure actuelle.
C'est pour ça que les Américains, qui sont la première puissance mondiale, arrivent encore à donner leur opinion, à imposer des choses à d'autres pays. Et c'est pour ça qu'ils se jouent le rôle de gendarme. Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à maintenir qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Oui, non, il n'y en a pas. Hein. Faites comme Trump. Hein. Oh non, 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 il n'y a pas. Hein. Ouais, il faut arrêter là. Je pense que Biden, je sais pas s'il pousse Biden dans... Il bouge un peu les choses ou... Fait ce qu'il peut, quoi. Biden, il fait ce qu'il peut. Il faut voir qu'il aura eu une première année très compliquée à accumuler les merdes. Il a fallu une première année pour éponger les merdes de Trump. Ouais. Deuxième année, ben, ils sont déjà en campagne pour les midterms, les élections de mi-mandat, Ouais, où il va perdre le peu de majorité qu'il a au Parlement américain. Alors et ils vont le perdre, c'est quasiment sûr. Donc il va se retrouver bloqué pour les 2 autres années, il ne pourra rien faire. Et ça va laisser un boulevard libre à Trump pour revenir, quoi. Voilà, enfin bref. Donc ensuite, ben, comme point, il y avait... moi, il y avait un truc il y avait 2 sujets là que je voulais absolument aborder. C'est un truc que j'ai vu ce matin en regardant le fil de la presse vite fait. Et malheureusement, j'ai pas réussi à retrouver cet article, mais j'ai lu un début de cet article, qui est une déclaration de Carlos Tavares. Carlos Tavares, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le patron de Stellantis. Autrement dit, Stellantis, c'est la fusion de PSA et de FCA. PSA, c'est Peugeot, Citroën. Il y a qui d'autre dans le groupe Peugeot, Citroën, Dacia. Non, Dacia, c'est Renault. Pas Dacia. Peugeot, Citroën, DS et... je sais plus. Et FCA, c'est Fiat Chrysler Automobile. Donc le groupe Fiat. Vous voyez la grosse entité. Voilà. Donc c'est 2 gros groupes qui ont fait un gros groupe qui est le numéro 1 européen et un numéro 2 ou numéro 3 mondial. C'est un mastodon. Hein. Et c'est franco-italien avec le siège qui est en Hollande. Je ne sais plus pourquoi. Mais il avait expliqué, c'est des raisons très précises. Et c'est pas du tout pour se faire mettre plus d'argent dans les mailles. C'est juste, voilà. C'est vraiment un gros groupe européen. Et donc, FCA, Stellantis, qui est dirigé par ce monsieur Carlos Tavares. Carlos Tavares a dit une chose très bien. Et alors, j'adore. Ça va faire aller tous les écologistes. Mais moi, vous savez que je vous aime. C'est qu'il a dit, l'avenir, les politiques ont misé sur l'électrification de l'automobile, alors que c'est une hérésie dépassée depuis 100 ans. Il faut miser sur l'hydrogène, et moi et le groupe sommes sûrs et certains que l'avenir est à l'hydrogène. Alors un mec, ah ben si c'est ça, c'est Opel, parce que ça va reboucler, un mec comme Carlos Tavares qui dit que les politiques se sont plantés, et bien je serais bien content qu'il utilise tout son réseau d'influence et tous ses lobbyistes, même si ça n'a pas l'air d'être trop sa mentalité, puisque ce monsieur est quand même passionné d'automobile et de sport automobile. Mais de toute façon, s'il y a une influence, donc il faut qu'il mette de l'influence. Ouais, il en a, mais c'est pas trop ça. Sa façon de passer. C'est un mec qui a l'air vraiment droit. C'est tout l'inverse d'un Carlos Ghosn, quoi. Et je serais très content qu'il utilise tous ses moyens pour faire comprendre enfin que l'électrique, c'était la voiture la plus rapide au monde, ça donnait la voiture la plus rapide au monde, en 1899 à la jamais contente, qui a été la première voiture à passer au-dessus des 100 km/h. C'est tout. C'est tout. C'était il y a 100 ans. Les voitures électriques, on nous dit maintenant c'est le turfu. Rien du tout, c'est le turfu d'il y a 100 ans. Maintenant c'est bon pour la casse. Les voitures électriques, ça pollue plus que ça ne protège l'environnement. Juste à la construction, c'est énorme la pollution que ça engendre. Et pas que de la pollution environnementale, c'est de la pollution aussi envers les gens. Mais est-ce que vous avez déjà vu ce que ces pauvres Africains subissent? Tout ça pour aller gratter des microgrammes de terres rares en Afrique, qu'on trouve bizarrement principalement en Afrique, pour des industriels chinois
le nombre de morts que ça cause, avec la colline des morts, il y a une montagne... C'est pas courant ça. C'est une catastrophe. Et tout ça pour que les bobos parisiens et les bobos du monde entier puissent dire « Ah mais j'ai une voiture électrique, je protège. » Rien du tout, t'as causé des morts. T'as causé des morts. Faut arrêter. Je pense que... Et les Chinois qui font de l'éther rare pour faire les batteries de ta putain de Tesla de merde, qui vont choper un cancer au bout de 10 ans, tout ça pour te permettre d'avoir une voiture soi-disant neutre. Ta voiture, elle a pollué 20 fois plus que la mienne, alors que la mienne, pour polluer autant, il va falloir qu'elle tourne juste pendant 40 ans. Faut arrêter là. Là, tu joues le rôle des prédicateurs de l'essence. Hein. Non, parce que moi je dis, l'avenir, c'est l'hydrogène. Parce que une voiture telle que la mienne, on enlève le moteur, tout le système thermique, on remplace ça par un système hydrogène, et elle peut repartir. On met un moteur électrique, on met des moteurs électriques dans les roues avec des batteries à peine plus grosses sous la banquette arrière pour avoir un peu d'énergie de base, pour démarrer la réaction, et c'est bon. Elle peut partir. Et je pense que c'est une modification qui doit pouvoir se faire en 2-3 jours. Alors si coucou Pierre et Sylvain de Villebrequin, si un jour vous avez l'idée con de transformer une voiture thermique à la mettre en voiture à hydrogène, vous m'appelez, je viens. Même si je sais rien faire, au moins je vous ferai à manger, mais je veux participer avec vous sur ce projet de malade quoi. Je sais pas, c'est une idée, je vous bazarde ça comme ça. Vous avez tellement à faire en ce moment avec l'histoire du multiplat qu'il me tarde qu'on se retrouve... D'ailleurs, c'est bien d'avoir une voiture de 1000 chevaux. Le problème, c'est que c'est pas du tout dans l'air du temps. On est dans l'émission de CO2 à fond, là. Ben, le prochain step, après avoir fait le multiplat, ça sera de faire un multiplat de 1000 chevaux à l'hydrogène. Ils feront avec notre modèle. Ben, je sais avec quel modèle. Une des pires voitures au monde. Laquelle? Une Lada Gigouli. il y en a des tonnes en Russie. Il y a quand même chercher avec une Lada Gigouli. Voilà, non, donc voilà, ouais, j'étais complètement d'accord avec Monsieur Tavares. Bon, alors je suis d'accord avec lui, d'une, parce que j'aime beaucoup la personne, parce que je trouve toujours qu'il a de très bonnes idées, parce que c'est un passionné de sport automobile comme moi, mais aussi parce que ça fait 10 ans que je m'achine à claironner sur tous les toits que l'avenir, l'électrique c'est de la merde, l'avenir c'est de l'hydrogène. Parce qu'on n'est pas tous à utiliser une voiture pour faire 20 km. Après il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en France. En France, on est de l'énergie électrique. On a des centrales nucléaires partout. On ferait mieux de les entretenir avant de nous casser. On éclaire l'Europe, on éclaire toute l'Europe avec nos centrales, etc. On est vraiment le pays de l'électricité. On ne jure que par l'électricité. Donc, quand il dit transition énergétique, forcément, l'électricité dans nos têtes, ça sonnait bien. Alors, pour info, les voitures électriques, le jour où elles pourront faire, où on pourra les faire, parce que juste pour mettre les choses au clair, une voiture à hydrogène, pour faire le plein, ça prend 2-3 minutes maximum. Et ça te donne 600, 700, 800 km d'autonomie. Bah, je suis désolé, mais quand on parle comme ça, on croirait presque à une voiture thermique. Mais quand on parle des trains, les trains ils sont tous à l'électricité là. Oui, mais pourquoi? Parce qu'ils ont les caténaires. Parce qu'ils ont ils ont le câble au-dessus, ils ont la prise au-dessus en permanence. Ils sont tout le temps branchés. Ils sont tout le temps branchés, ils fonctionnent comme ça. Voilà. Mais le jour où on n'a plus d'électricité en France, on fait comment? Il n'y a plus de train qui fonctionne. Hein. Non, mais il n'y a plus d'électricité en France et dans le monde. En Europe. En Europe. Oui, parce que la France est quand même l'un des premiers producteurs. Mais on est les rois de l'électricité. Oui, mais grâce à nos centrales. C'est notre totem. D'ailleurs, il faudrait peut-être les entretenir, les centrales nucléaires, au lieu de parler de les démanteler. Avant de les démanteler, il faudrait les entretenir et déjà mettre en place ce qui est censé les remplacer. Ouais. Il y a un truc qui est facilement faisable, que ce soit pour l'hydrogène, pour l'électrique. C'est-à-dire qu'il y a des fleuves en France partout. Il y a quasiment des fleuves partout. Et sur tous les fleuves de France, il y a ce qu'on appelle des chaussées, c'est-à-dire des barrages. C'est des digues. Oui, c'est des barrages pour éviter qu'il y ait des crues. C'est des digues, quoi. Ça évite que les fleuves ne débordent trop. C'est pas des barrages, c'est des digues. Oui, c'est des digues. Donc c'est pour éviter que ça déborde, qu'il y ait des inondations en permanence. Ça fait comme des paliers, en fait. Voilà. Ça permet de stabiliser, fluidifier les niveaux. Et donc, sur tous ces endroits-là, on peut mettre
des centrales électriques qui vont permettre de fabriquer de l'hydrogène avec l'eau du fleuve. Donc on peut avoir de l'électricité produite partout et de l'hydrogène partout. Et obligation sur tous les bâtiments publics et sur tous les centres commerciaux, des panneaux solaires. Et sur les parkings, tous les parkings couverts par panneaux solaires, vous allez voir, là on va en produire l'électricité en France. C'est une idée tout con, hein, que je propose comme ça, mais voilà. Et enfin, mon dernier coup de gueule, et après moi j'aurai fini, c'est... On en revient j'ai vaguement abordé ça tout à l'heure avec Ariane 6. C'est le manque d'ambition de l'Europe au niveau spatial. On est en train de devenir complètement bloqué et soumis on va être soumis aux Américains, à NASA, NASA, aux Russes, Roscosmos, aux Chinois, à l'Inde. Il n'y a pas un contrat de libre-échange ou d'entraide entre Ariane Espace et Roscosmos. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des fusées Roscosmos qui sont envoyées à Kourou, qui sont lancées depuis Kourou. Et ouais, il y a des fusées de M. Korolev. Ben oui, je reviendrai toujours à lui parce que pour moi, il faut voir que M. Korolev, c'était le pendant à lui tout seul de la moitié de la NASA, ce mec-là, quand il était de son vivant. Ouais. Voilà, donc, et cette fusée, c'est celle qu'il a dessinée lui-même. Donc, la R7, c'est ni plus ni moins qu'un missile intercontinental qui a été fait pour envoyer des hommes dans l'espace. Donc, il y en a qui sont lancés maintenant depuis Kourou, depuis 3-4 ans, et ça fonctionne très bien. Donc, et elles font partie de la gamme du groupe Ariane, Ariane Espace. Tu as Vega 1, Vega 2, la Semyorka, enfin non, elle porte un autre nom, je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant. Et donc tu as Ariane 5 et maintenant il y a Ariane 6 qui va arriver. Voilà, c'est la gamme donc plusieurs fusées, 2 lanceurs légers, un lanceur lourd moyen avec la fusée russe et un lanceur lourd pour Ariane 5 quoi, qui est vraiment pour envoyer les plus gros trucs. Elle n'est pas très grande mais elle est très puissante quoi. Et donc oui, il n'y a aucune ambition européenne. En fait, toute cette histoire, ça vient que les pays en Europe, les gouvernements, en ont rien à foutre de l'espace. Mais l'espace, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la citation de Tchoïkovski, désolé, je suis en train d'écorcher ce nom-là, mais c'est du Tchoïkovski, qui est l'un des pères de la physiologie, a dit clairement, la Terre est le berceau de l'humanité, il va peut-être falloir qu'un jour, l'humanité sorte de son berceau. Il faut d'abord qu'elle prenne soin de son berceau avant. Oui, mais pour en prendre soin, il faut se rendre compte qu'on n'a que ça. Et tant que l'humanité ne s'en est pas rendu compte, parce que c'est bien beau ce que nous a dit Thomas Pesquet à chaque fois qu'il revient de l'ISS, ce que nous a dit aussi, comment il s'appelle, Luca Parmitano, l'Italien qui a failli se noyer, qui nous dit, l'homme n'est pas du tout fait, on a une capsule de survie, sauf qu'on est en train de la bousiller, on n'en prend pas soin. C'est ce qu'il a dit, parce que lui, il faut voir que Luca Parmitano, on peut voir, il a failli se noyer dans son combinaison spatiale, tout ça parce qu'il y avait un de ses tuyaux qui lui a mené de l'eau pour pouvoir boire, qui s'est percé, qui s'est déconnecté, juste déconnecté. Il a failli se noyer parce que l'eau venait se coller à son crâne, parce qu'il est chauve, et donc ça venait se coller à son crâne, et donc c'était en train de couvrir ses yeux, il n'entendait quasiment plus rien, et c'était en train de couvrir ses yeux, et ça venait sur son nez, et il allait se noyer dans l'équivalent d'un verre d'eau. De sa d'eau. Dans l'équivalent de sa d'eau. Vous vous rendez compte? Donc oui, l'espace est très dangereux, même quand on arrive à y respirer, à faire un environnement dans lequel on peut vivre. L'espace reste très dangereux. Donc, oui, il faut que l'humanité entière aille dans l'espace pour se rendre compte qu'en fait on a une capsule de survie. Parce que je préfère cette vision. Moi j'ai peur que ça soit la Jeff Bezos, c'est-à-dire comme Elysium. C'est-à-dire que les riches, les puissants fuient, détruisent la Terre et fuient soit avec un yacht, soit avec une île paradisiaque, soit ils partent dans l'espace, etc. Ils fuient le problème, c'est-à-dire. Oui. Ils ont tout pouillé, etc. Et ils fuient le problème, ils se barrent.
c'est une manière de dire, nous on a été des gros trous du cul, on a tout bousillé, etc. Et on se barre, comme ça, je suis pas concerné. C'est pour ça que je préfère, tu parles de Jeff Bezos, je préfère sa vision à lui, c'est que il veut envoyer toute l'humanité, je dis bien toute l'humanité dans l'espace, pour pouvoir préserver la Terre. Toute l'humanité, c'est-à-dire on laisse personne derrière. Hein. Les plus pauvres, on a besoin de tout le monde. Hein. Ouais, mais il fait quoi le but c'est quoi? De les sortir de la Terre? De les sortir de la Terre pour qu'on soit moins nombreux, comme dans une classe d'école. Pour que ça se passe mieux, il faut qu'on soit moins nombreux. Il faut déjà s'occuper des problèmes de la Terre. Oui, mais pour s'en occuper, la recherche spatiale est très intéressante. Oui, non mais oui. Pourquoi pour une raison très simple. Les panneaux solaires, on les doit à la recherche spatiale. Non mais oui, je sais. La pile à combustible pour l'hydrogène, oui. On doit à la recherche spatiale. La couche Pampers, oui. On la doit à la recherche spatiale. Vos putains de crocs à la con. Le crocs, c'est fait avec un matériel qui vient de la recherche due à l'espace. Il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que là, on va être dans un cursus du spatial où c'est plus des drones ou des rovers qu'on envoie sur Mars. On est sur des technologies, des problématiques où ça va être arriver à mener l'homme sur la Lune, le faire vivre, etc. Donc on va avoir des problématiques d'habitat, on va avoir des problématiques exactement les mêmes problématiques qu'on a avec le réchauffement climatique, c'est-à-dire habiter dans des environnements hostiles. Habiter dans des environnements hostiles, trouver des solutions pour arriver à ne pas impacter autour. Et vivre sur le très long terme. Voilà, c'est ça. Et il faut voir que dans ces environnements hostiles, on va être obligé de produire soi-même tout. Donc, ça va être la meilleure école quand on va être sur la Lune à vouloir faire des bases permanentes comme veulent faire les Chinois et les Américains. Ça va être le meilleur moyen de se rendre compte, il y a telle solution qu'on emploie sur la Lune, on peut très bien l'employer sur Terre. Juste un truc que tous les bricoleurs utilisent, vos instruments perceuses, visseuses, tout ça sur batterie, ça vient du spatial. Hein. C'est Black & Decker qui les a développés pour les perceuses, quand ils sont allés sur la Lune. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout... L'Europe, vous êtes tous des abrutis. Si vous voulez préserver l'environnement, il faut continuer à financer la recherche spatiale. Et la France, alors s'il y a des députés, des sénateurs français qui voyaient cette vidéo, mais bougez-vous le arrière-train. La France est le leader et le tracteur de l'Europe pour le spatial. Faut continuer à jouer ce rôle. Faut continuer à... Faut les emmerder pour qu'ils se décident à se bouger et qu'on continue à avancer dans ce secteur-là. Parce que je suis désolé, mais la France, on est nul. La France est nulle pour faire certaines choses. Mais pour ça, pour emmerder le monde, on est très bon. On est les meilleurs au monde. Donc, il faut continuer à faire ça. Et la France, c'est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'au niveau spatial, ça avance. Avant, on était dans les avions, on est toujours dans les avions. Il faut continuer, faut pas lâcher. Les avions qui peuvent fonctionner à hydrogène et tout ça, faut continuer à chercher. Faut chercher vraiment le futur. Faut pas penser sur des technologies. Ouais, on maîtrise ça, ça serait bien de l'adapter. Non, faut chercher un truc qui n'existe pas. Faut vraiment y penser à innover. Les Chinois, ils sont en avance sur nous. Hein. Ils ont les trains. Je te rappelle qu'ils ont les trains. À suspension magnétique. Le maglev, c'est japonais et il n'est pas encore en fonction. Hein. Il est en fonction en Chine. Non, en Chine. En Chine, ils en ont un qui est très loin d'être l'équivalent du train japonais, le maglev. Ouais, mais... Le maglev. Oui, mais en France, regarde, juste dans les années 60-70, il y avait le train pneumatique à sustentation pneumatique. L'aérotrain. Oui. On n'en a pas voulu, pourquoi? Parce qu'il fallait changer. Au lieu d'être les deux reins métalliques et les caténaires, fallait changer, fallait enlever tout ça et mettre un monorail en béton au milieu. T'imagines? Les Chinois, ils peuvent parce qu'ils construisent, ils partent de zéro. Oui, ils partent de zéro.
Donc pour finir, comme je disais, la recherche spatiale, l'Europe va falloir peut-être se sortir parce que c'est l'avenir. Vu qu'on est obligé de lutter contre les pires conditions, on est obligé de progresser et ça va être bénéfique à tout le monde. Disons que là, si on arrive dans une phase de l'espace où les technologies à débloquer sont des technologies d'adaptation ou de... comment dire, d'assainissement de milieu et d'adaptation au milieu hostile. Voilà, ça va être adaptation à un milieu hostile, donc ça veut dire contrer, ça va être que des technologies qui vont nous permettre de changer notre habitat, notre façon de vivre, notre façon de penser, et du coup, c'est des technologies qui vont nous aider à préserver la Terre, en fait. Voilà. Donc ça fait partie du nouveau monde, ça fait partie des nouvelles technologies qu'on va être obligé de développer. Et autant les développer pour un milieu où on n'est pas du tout conçu, parce qu'elles seront beaucoup plus résistantes, beaucoup plus poussées à leur extrême, que si on les développe pour notre milieu. Il vaut mieux développer une technologie pour l'espace et l'adapter ensuite pour nous, que faire l'inverse. Ça demandera beaucoup moins d'ingénierie. Évite de faire ça parce que ça s'entend très fort. Ça tu le couperas. Ouais. Donc voilà, c'était le dernier coup de gueule. Moi après j'ai une petite annonce à faire. Moi j'aimerais dire quand même que on est dans un monde d'influence. On est dans un monde d'influenceurs et c'est ceux qui sont les plus puissants ou qui ont le plus de visibilité ou qui ont le plus d'influence dans le monde qui dirigent et qui mènent en fait là où l'humanité va, etc. Et il est important de ne pas opposer l'idéal de diversité, etc., de vivre ensemble, d'humanisme et d'intégration avec tout ce qui est sur le terrain, les problématiques du terrain, où il nous faut des emplois sur place, où on ne peut pas délocaliser, faire du fric et dire qu'on est pour la diversité, se cacher derrière la diversité. Il faut à un moment donné arriver à concilier le fait de protéger les gens là où ils sont et en même temps d'arriver à vivre tous ensemble dans un milieu humaniste. Voilà, humaniste. C'est-à-dire humaniste mais pas crédule. Voilà. Moi c'est surtout ça le message. Voilà. Et attention, qui dit mondialisation dit forcément pandémie. C'est le risque qui va avec la mondialisation. Exactement comme l'usine nucléaire qui permet de donner de l'électricité et permet la vie. C'est pareil. Le nucléaire donne aussi la mort avec la bombe nucléaire. C'est deux façades de la même pièce. La mondialisation et pandémie, c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'aller à la bombe nucléaire, il suffit de voir Tchernobyl, ce qui s'est passé, et les morts que ça a causé. Voilà. Et donc, fini pour cet épisode. On espère que ça vous a plu. On espère vous revoir très bientôt avec une nouvelle vidéo. Et moi j'avais une petite annonce à faire, c'est que demain je vais essayer de faire quelque chose. Alors ça se peut que... Enfin, demain je vais essayer de le tourner. Et si j'arrive pas à voir à faire ce que je veux, ça se peut que je vous le fasse un petit live sur la chaîne. Je partagerai tout ça, je donnerai les infos. Voilà, restez connectés. Le lendemain de cette vidéo, je vais essayer de faire un truc. Vu que je n'ai aucun talent pour faire quoi que ce soit, je vais vous faire des vidéos. Tu dis que t'as aucun talent. Ah j'ai aucun talent vu qu'à chaque fois que j'essaie de faire un truc sur la chaîne, ça prend pas. Donc c'est pas que non, c'est que j'ai pas le temps de m'y coller. Non, c'est pas ça. J'ai un métier. Laisse-moi finir. Je sais très bien que j'ai un métier qui me prend trop de temps et il n'y a que quand je travaille pas que j'ai le temps de m'y coller. Donc demain, je vais vous faire ce que font tous les gens qui n'ont pas de talent. Ils critiquent ce qu'ils font. Donc moi je vais faire pareil, c'est-à-dire je vais me mettre à critiquer des chaînes YouTube. Donc premier épisode, je sais pas sur quelle chaîne on ira, mais je pense que ça va être bien salé, bien assez. McFly, Carito et Squeezie et toute la clique. Oui, mais ça se peut aussi que je fasse des critiques sur d'autres chaînes. Je sais pas, ça se peut que je critique JCN en français, MX Test, Delors, Valoutre, Catchbot Cartoon Trash, Sullivan Cartoon. C'est bien mon Catchbot. Je sais pas, peut-être que je vais les critiquer. La critique n'est pas forcément... elle est constructive. La critique peut être à la fois positive ou négative. Donc, suspense, on verra avec qui on commence. À bientôt.